Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau d'Agora Media pour ce webinaire organisé en partenariat avec Qualco. Nous aborderons un sujet ô combien stratégique pour les entreprises, à savoir quelles solutions technologiques pour répondre aux défis opérationnels du recouvrement post-Covid-19. Dans ce webinaire, nous analyserons des pratiques exemplaires pour optimiser les stratégies de recouvrement. Nous aborderons également les grandes tendances qui se dégagent de l'étude menée par Qualco et Credit Strategy UK sur l'adaptation des métiers du recouvrement face à ce contexte inédit. Et enfin, nous évoquerons le futur de la profession en mettant la focale sur les prochains choix technologiques qui se dessinent. Pour échanger sur ce thème d'actualité, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau César Paiva, chairman chez Cabot Financial France et International Senior Advisor. Bonjour César. Bonjour. Et à vos côtés, Geoffrey Éclenché, Credit Manager chez Alliance Healthcare France et membre du comité de pilotage de l'Agora Club des responsables du recouvrement. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Alors, la petite subtilité d'aujourd'hui, c'est que nous aurons aussi peut-être le plaisir d'accueillir Maria Chasco-Morera, qui est responsable risque gestion externalisation chez Carrefour Banque, qui a eu un impondérable de dernière minute et qui va tenter de se connecter pour nous faire part de son retour d'expérience concernant la problématique. Pour rentrer dans le vif du sujet, d'abord, César, un petit mot pour contextualiser un peu Qualco, ce qu'est son cœur d'activité, si vous pouvez le présenter en quelques mots, s'il vous plaît. Qualco, c'est une société qu'on connaît bien chez Cabot France, puisqu'on travaille avec elle depuis 2012. On a été l'un de leurs premiers clients en France et nous sommes ravis de constater que sur ces choix, nous avons été suivis par bon nombre de nos confrères. Qualco, c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans les métiers de crédit en général et dans le recouvrement des créances en particulier. C'est une société d'origine grecque qui a été créée au milieu de la crise bancaire dans ce pays. Et leur système était responsable de la gestion des crédits de la banque grecque. Donc vous pouvez imaginer que c'est un système qui a été testé dans des conditions extrêmes. À un moment donné, il y avait quasiment la moitié de la population grecque qui était cliente, débitrice de cette banque, de cette banque. Donc c'est une société qui s'est développée à l'international, y compris en France, qui est présente dans une trentaine de pays. Et c'est une société dont les solutions informatiques sont parfaitement adaptées aux besoins des métiers du recouvrement. Pourquoi ? C'est parce que d'une part, ça vous permet de faire de ce qu'on appelle des stratégies de contact adaptées, donc de choisir sur chaque segment de vos clients la meilleure façon de leur contacter. Et puis, c'est également une société dont la robustesse technique est très forte. Donc, le temps de non-disponibilité de leur système, il y a un terme technique pour cela que j'ai oublié, est très très faible. D'ailleurs, nous n'avons eu aucun, quasiment, depuis que nous utilisons Qualco en France. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on les accueille au sein de l'Agora, du recouvrement. Très bien. Pendant ce webinaire, nous allons évoquer de nombreux résultats fournis justement par une étude réalisée par Qualco et Credit Strategy UK pour planter un peu le décor, pour ensuite mieux comprendre les tendances qui vont se dessiner. Est-ce que vous pouvez un peu me contextualiser l'étude sur sa méthodologie qui a été interrogée ? C'est une étude qui a été effectuée à l'échelle pan-européenne auprès exclusivement des gestionnaires de recouvrement, que ce soit dans le service financier, donc dans la banque, ou encore dans des sociétés spécialisées comme la nôtre, comme Cabot. Il me semble que 50% des clients contactés ou des participants à l'étude étaient d'origine anglaise et l'autre 50% donc, d'origine européenne. Et c'est une étude qui est encore en cours, donc, dont on va vous présenter quelques résultats intermédiaires. D'accord. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, justement. Je crois que vous avez quelques petites slides à nous montrer. Si on se penche sur la question du volume d'appels clients, de la manière dont les clients ont contacté justement les services de recouvrement, qu'est-ce qu'on peut observer sur le sujet ? On constate grosso modo qu'il y a, quand on pose la question aux participants sur quel est le volume d'appels entrants dans leur plateforme de recouvrement, des volumes qui ont significativement augmenté avec la crise, puisque la plupart des clients débiteurs se posent des questions sur leur solvabilité et donc cherchent à contacter leurs créanciers pour traiter leur situation personnelle, eh bien, il y a eu grosso modo un tiers qui a eu plus d'appels au mois de juin qu'au mois de mai, un tiers qui a eu moins d'appels,
et un tiers qui a eu à peu près le même nombre d'appels. Ce qui semble indiquer que le pic d'appels entrant sur ces plateformes a été à peu près au mois de mai, mais que le volume d'appels reste élevé, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de clients qui cherchent à contacter leurs créanciers pour effectivement négocier de nouvelles conditions ou éventuellement accommoder leur situation financière. Très bien. Geoffrey, vous, justement, ça s'est passé comment chez vous? Vous observez la même chose? Alors, c'est un tout petit peu différent. Je vais replanter un peu le décor. Allianz Healthcare, c'est un grossiste répartiteur. Donc, nos clients sont avant tout des pharmaciens, du B2B. Et on avait une stratégie un peu différente, c'est d'aller justement chercher nos pharmaciens en cas de défaut de paiement. Je ne perds pas de vue non plus que nos pharmaciens, dans la journée, sont en contact de leur clientèle directe, et que le point de contact du client n'est pas forcément simple. Donc, on avait mis en place une stratégie où tous les matins, on allait chercher l'ensemble de nos débiteurs avec des stratégies de gestion des impayés pour aller susciter un email qui partait et éventuellement générer un appel téléphonique. Mais je dirais qu'on n'a pas eu un pic particulier. Tout au plus, on a eu une saisonnalité de nos chiffres d'affaires qui était très atypique, puisque dans le secteur pharmaceutique, au début de la crise du Covid, les chiffres d'affaires étaient assez soutenus. Et puis après, il y a eu un ralentissement comme dans beaucoup de secteurs. D'accord. Pour l'ensemble des métiers, le contexte de confinement lié à la pandémie a joué le rôle d'accélérateur du digital dans de nombreux projets. Le service et les métiers du recouvrement ne font pas exception. Mais il a d'abord fallu assurer la continuité d'activité et la mise en place notamment du télétravail. Quels ont été les défis opérationnels, César, par rapport à l'étude que vous avez menée? Bon, il y a eu d'abord un défi technique, bien entendu, de faire en sorte que des collaborateurs qui auparavant étaient en plateforme sur site soient capables de travailler efficacement à domicile, tout en respectant des règles strictes en matière de protection des informations des clients. Donc, ces défis techniques, il a fallu le surmonter très rapidement. Et chez Cabot France, pour vous donner un exemple, le temps d'un week-end, on a été capable de faire en sorte que 80% de nos collaborateurs travaillent à la maison. Donc une mise en place très rapide. Une mise en place très rapide que personne n'ait pensé qu'il était possible d'effectuer dans des délais aussi rapprochés. Et donc, au-delà du défi technique, il y a bien entendu aussi un défi managérial, oui, bien sûr. Puisque des collaborateurs que vous saviez la possibilité d'accompagner physiquement, il fallait désormais les accompagner virtuellement et à distance. Et curieusement, et ça c'est l'un des enseignements qui m'a le plus frappé, ce qui était au départ ou qui aurait pu être perçu comme une contrainte managériale, en réalité, c'est devenu une amélioration dans la culture managériale. C'est-à-dire que dans un contexte des call centers où on est habitué à une certaine verticalité dans les managements, le fait de devoir accompagner à distance l'ensemble des collaborateurs qui travaillaient à la maison a créé une meilleure proximité avec l'encadrement des proximités. D'accord, donc sur ce sujet, il y a eu un petit effet d'aubaine par rapport au confinement. Sur ces sujets, il y a eu, du moins pour une bonne partie de nos collaborateurs, même une augmentation de la productivité. D'accord, d'accord. Et vous, Geoffrey, ça s'est passé comment chez vous? Si d'abord on peut dimensionner un peu votre service recouvrement. Alors moi j'ai un service de 8 collaboratrices, mais ce que je veux raconter s'est retrouvé sur l'ensemble de l'entreprise. Comme dans beaucoup d'entreprises, le télétravail s'est déployé, je dirais, presque à l'arrache, en tout cas en mode scratch. Vous disiez 24 heures, certains collaborateurs sont partis le vendredi, ne sachant pas s'ils allaient revenir le lundi, et donc le télétravail s'est mis en place très rapidement. Il a fallu très vite s'assurer que les collaborateurs et collaboratrices étaient en capacité de travailler avec des outils informatiques, mais ça, je ne reviendrai pas dessus. Et puis aussi, étaient aussi en capacité de savoir ce qu'elles avaient à faire et trouver leur point de repère. Bien évidemment, on s'est tous mis sur des outils collaboratifs de réunion. Je ne vais pas les citer là, mais on les connaît tous par cœur. Et puis, il a fallu instaurer un modus operandi qu'on ne connaissait pas. Mais ça a permis d'aller chercher des enseignements sur le télétravail.
Après, sans tout dévoiler, ce qu'on décortiquera à la fin, ça prédispose un mode de travail du futur. Et je pense que dans les enseignements, il y a aussi comment, dans une deuxième phase, on va atterrir et stabiliser ce télétravail qui s'est mis sur pied sans filet quasiment. D'accord. Et maintenant, si on se place, il y a le télétravail d'un côté, après il y a le côté solutions métiers qui sont vraiment spécifiques au recouvrement. Comment cette accélération du digital s'est-elle concrétisée chez les responsables du recouvrement? Là, je pense par exemple au portail de paiement online, à l'automatisation des workflows, aux technologies des moyens de paiement. Quelle tendance vous pouvez identifier par rapport à ça? C'est une tendance qui existait, bien entendu, avant la crise et qui va s'accélérer considérablement à cause de la crise. Pourquoi? C'est parce que simplement, on va assister à une augmentation significative du volume des créances impayées à terme. Oui, bien sûr. Et ça, c'est vrai, pas uniquement en France. Ça, c'est vrai partout dans le monde. Et pour faire face à cette augmentation de volume, les plateformes de recouvrement, bon, il y en a deux types. Il y a celle des banques, par exemple. Je ne crois pas qu'elle s'est prévue d'effectuer des embauches supplémentaires pour faire face à cette demande au volume qui augmente, oui. Supplémentaire. Et donc, par rapport à cela, il y a deux solutions. Soit on externalise davantage auprès des sociétés comme la nôtre. Et là, évidemment, c'est notre métier. On serait ravis de pouvoir les accompagner. Soit on fait en sorte à ce que le débiteur lui-même puisse effectuer davantage d'opérations. Et de ce fait, moins solliciter. Voilà, c'est ce qu'on appelle du self-care, moins solliciter les plateformes et augmenter la productivité d'ensemble de ce fait. Comment ça fonctionne justement le self-care? Vous entendez quoi par self-care justement? Qu'est-ce qu'on peut self-cariser si vous me passez l'expression? Ça va des opérations très simples, du genre le client qui sollicite effectuer un changement d'adresse. Bon, ok, qu'il puisse faire ça directement sur un site web ou avec son téléphone portable, ça va de soi. Mais ça peut aller très loin. Par exemple, un client qui, à cause du Covid-19, un débiteur donc, souhaite redéfinir son plan de paiement. Voilà une démarche qui, traditionnellement, exige qu'il y ait un contact direct avec un conseiller pour discuter de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Il y a de plus en plus des solutions digitales qui permettent, évidemment dans le cadre défini par la société de recouvrement ou par la banque, à ce que le client fasse lui-même ses adaptations. Donc finalement, on est peut-être moins sur le métier du recouvrement en tant que tel et plus sur la relation client finalement. Là, ce que je comprends. C'est à peu près la même chose. Oui, tout à fait. Ouais. Puisque le propre du recouvrement, c'est l'accompagnement des clients. C'est une réalité parfois, hélas, méconnue. D'accord. Mais quand vous savez devant vous des clients en situation de vulnérabilité économique, ce qui est le propre de beaucoup des clients des plateformes de recouvrement, eh bien, ce n'est qu'en les accompagnant efficacement qu'on peut parvenir à une solution gagnant-gagnant. Ce n'est pas du tout en ayant une approche agressive ou avec quelque hostilité que ce soit. Ça, c'est probablement le monde du passé, mais en tout cas, ce n'est pas du tout l'éthique du business telle que nous la pratiquons. Je suis certain que pour vous, c'est la même chose. Oui, c'est sûr. De toute façon, moi, viscéralement, je reste persuadé que le recouvrement, c'est une part indissociable de la relation client. Certes, et vous l'avez bien dit, une part un peu méconnue, comptable, financière, mais c'est une part dans la relation client dans laquelle on doit, à chaque occasion, revisiter l'ensemble des points de contact. Et c'est assez marrant de voir que le Covid, cette crise sanitaire qui a obligé les équipes à être en télétravail, aussi, on va parler d'innovation technologique, oblige à revoir des processus, à les dématérialiser et à démultiplier davantage l'ensemble des points de contact. Mais oui, je vous rejoins, le recouvrement est une part essentielle dans la relation client. Ce n'est que la droite ligne des prises de commandes et des services après-vente. Oui. Très bien. Et si on rentre dans des fonctions telles que l'open banking, la partie CRA ou encore la partie compliance, quel changement significatif on peut observer par rapport à l'étude que vous avez menée ces derniers mois? L'open banking, c'était, dans l'étude que nous avions menée, l'un des domaines où les sociétés souhaitent potentiellement investir le plus à terme, parce que ça permet
en récupérant les informations donc bancaires et financières des clients, de leur proposer des solutions de paiement, des plans de paiement, plus adaptés à leur situation réelle. Parfois, on est capable de comprendre, par ce biais-là, la situation du client mieux que le client lui-même n'est susceptible de le faire, parce qu'il y a une certaine technicité derrière ces analyses. Et donc, l'open banking, c'est l'une des voies d'avenir, en lien avec le digital, en lien avec le customer self-care, puisque si on propose à vos débiteurs la possibilité d'avoir accès à ces comptes bancaires pour pouvoir par la suite leur proposer un plan de paiement adapté, c'est clair que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Il y a d'autres modèles mis en place qui ont été aussi très, très performants au niveau des parcours clients. Au-delà de l'open banking, il y a d'autres choses qui ressortent de l'étude en termes de tendance? En termes de tendance, en général, ce qu'on veut, c'est que les clients... Par ailleurs, ce qui est vrai pour certains clients n'est pas du tout vrai pour d'autres. Donc, ce qui est au cœur de cette réflexion, c'est aussi la notion de segmentation. C'est-à-dire que vous proposez des moyens digitaux à des clients qui sont appétents à ce type d'interaction. Et pour d'autres, au contraire, c'est l'accompagnement humain qui est essentiel, voire incontournable. Donc, la clé de voûte, et c'est là où il y a un lien direct avec des solutions technologiques comme celle de Qualco, c'est que d'une façon industrialisée, automatisée, donc efficace, vous soyez capable de définir pour chaque segment des clientèles non seulement quelle est la meilleure façon de l'approcher, par mail, par téléphone, par courrier, mais aussi, eh bien, une fois qu'on l'a approché, est-ce qu'on lui propose de l'open banking? Est-ce qu'on lui propose de rappeler la plateforme? C'est-à-dire aussi les contenus de ce qu'on lui propose. Et c'est en ayant une parfaite mise en adéquation entre les profils des clients et les canaux et les possibilités de contact qu'on s'améliore et qu'on obtient des résultats optimaux. Et pour cela, vous avez besoin d'une chaîne de gestion, d'un système d'information, d'une solution logicielle qui permette de le faire de façon conviviale et efficace. Très bien. Geoffrey, chez Allianz Healthcare, vous avez justement automatisé des process, mis en place des nouvelles choses par rapport au contexte? Alors oui, on a devancé un tout petit peu, coup de chance, on a devancé un peu le Covid. On était peut-être assez en retard sur un certain nombre de sujets. Sur le recouvrement et notamment sur les impayés, nos clients, je le disais tout à l'heure, sont avant tout des pharmaciens. La plupart sont sur des paiements assez standardisés de prélèvement ou de LCR. Et on avait un système de gestion des impayés qui avait le mérite d'exister, mais qui devait être revisité. Et quelques jours avant le Covid, j'ai souhaité aller plus loin et associer des éléments d'alerte d'impayés, des éléments de relation client au travers la personnalisation et le motif du rejet bancaire. Et on a déployé en mode Scratch quelques jours avant le Covid un système de tracking quotidien des impayés. Dit comme ça, c'est quelque chose d'extrêmement classique dans n'importe quelle société. Mais il a fonctionné tous les jours, d'abord en mode surveillance, en mode autoconstruction. Et puis, il est rentré dans les mœurs. Maintenant, tous les jours, on monitore, on screen l'ensemble de nos impayés et on va chercher nos débiteurs. On est sur une stratégie un petit peu dynamique, pour ne pas dire agressive, de remise en banque des impayés. C'est quelque chose de très classique. C'était pas tellement fait avant et on a profité de cette occasion parce qu'on s'est dit que peut-être une vague allait arriver, une vague d'impayés. Et il fallait se doter d'un système en interne efficace. On a créé quelque chose de toute pièce avec le Covid. D'accord. D'après l'étude de Qualco, justement, on voit qu'il y a une partie où les responsables du recouvrement ont opéré une refonte des modèles existants et de l'autre qui sont partis justement, comme vous, Geoffrey, from scratch pour accoucher de nouvelles innovations. Justement, comment s'opèrent un peu les arbitrages entre la refonte des modèles existants, finalement, et de se dire, bon, on a déjà du matériau qui fonctionne très bien, et de se dire, justement, là, il faut être disruptif, et on va faire du tout nouveau, des solutions qu'on n'avait jamais utilisées.
On a naturellement privilégié la refonte des systèmes existants, et c'est ce qui sort de l'étude menée par Qualco, ne serait-ce que parce qu'il fallait délivrer des nouvelles solutions dans des délais très rapprochés. Et c'est ça ce qui était un enseignement clé aussi de l'étude, et par rapport à ce que vous disiez, c'est que beaucoup de sociétés sont parvenues finalement à transformer ce qui était une crise en opportunité d'amélioration. Quand vous voyez, on a posé la question dans l'étude, avec quelle rapidité avez-vous été capable d'effectuer des changements significatifs? Et donc, parmi les changements en question, il y avait la mise en place de l'open banking. D'accord. Combien de temps, justement? De 2 semaines à 1 mois. Ouais, c'est fort, ouais. L'automatisation, 1 semaine. Maximum 15 jours. Ouais. Parmi les gens qui ont répondu. On peut probablement se dire que ceux qui ont répondu, c'était ceux qui étaient fiers de leur réponse, n'est-ce pas? Mais tout de même, pour mettre en place des nouveaux moyens de paiement, pour ceux qui n'en avaient pas, c'était devenu essentiel avec la crise, surtout des moyens de paiement à distance et par le web, eh bien, de 3 jours à 3 semaines. Donc, on voit, même pour des dialers, alors des dialers, c'est des dispositifs qui permettent d'effectuer automatiquement des appels. Donc, une composante clé de la performance de quelques plateformes téléphoniques que ce soit. Eh bien, pour mettre en place des nouveaux dialers, les réponses données par les participants, de 24 heures à 3 semaines. 24 heures pour certains d'entre eux. Ouais, c'est extraordinaire. Donc, la question devient donc, comment fait-on pour pérenniser cette réactivité une fois que la crise ne sera plus là pour la justifier ou pour nous obliger à le faire? Donc, peut-être serons-nous suffisamment intelligents collectivement pour faire en sorte qu'après la crise, nous allons garder une partie de cette réactivité accrue. Geoffrey, vous vouliez réagir? Oui, on parle de réactivité, on parle d'agilité. Mais de toute façon, si on revient en arrière et qu'on déroule le fil du mois de mars, on n'avait pas tellement le temps de se poser des questions, de savoir s'il fallait le faire ou pas le faire, dans quel sens il fallait le faire. C'était évident. Il fallait le faire, il fallait mettre en place des choses. Il fallait, notamment sur le recouvrement, garantir les encaissements. Donc il fallait être imaginatif, parfois sortir le sentier battu. Et après, il va falloir capitaliser sur les enseignements, je suis d'accord. Ouais. En règle générale, on voit qu'il y a une attention prioritaire sur la communication digitale, l'automatisation, ou même la gestion des call centers. On voit aussi qu'il y a une accélération, il y a un souhait des entreprises de plus investir justement sur la fonction recouvrement. Comment ça va se passer justement sur le sujet selon vous? Il est vrai que d'un côté, de plus en plus d'entreprises, et là on sort du contexte des participants à l'étude, mais en règle générale, de plus en plus d'entreprises qui sont sensibles à l'importance du recouvrement en tant que facteur de rentabilité. Oui. Et ce n'est pas pour autant que les entreprises souhaitent elles-mêmes renforcer leurs moyens propres de recouvrement. Il y en a certaines qui feront davantage d'appels, n'est-ce pas, à des sociétés externes, puisque c'est tout de même un métier des spécialistes. Pour celles qui souhaitent renforcer leur fonction de recouvrement, quand on leur pose la question sur quoi, si vous saviez, des moyens supplémentaires, priorité, en priorité, où on devrait les allouer, eh bien, ce n'est pas surprenant, la première réponse, c'est dans le recrutement de profils compétents. Mais ensuite, il y a 2 éléments éminemment techniques qui sont cités. D'une part, la mise en place des canaux digitaux, c'est les digital channels dont on a parlé tout à l'heure, et puis également des procédures d'automatisation pour augmenter la productivité des équipes. D'accord. Geoffrey, chez vous, ce serait aussi une réalité de pouvoir investir davantage dans les métiers du recouvrement? Oui, parce que de toute façon, le métier du recouvrement, dans cette période de crise sanitaire, et qui va déboucher sur une crise économique, va remettre ce métier du recouvrement, non pas au cœur du village, mais sur une estrade. Non pas pour être valorisé, mais pour, compte tenu des enjeux que ça représente. Au plus vite on fera rentrer de l'argent de nos clients, j'adore, je vais être très clair, tous mes clients, mais l'argent qu'ils me doivent, je le préfère dans ma poche que dans la leur. Donc le métier du recouvrement se trouvera renforcé après cette crise. Après,
et je suis d'accord, et l'analyse est très intéressante, on va avoir besoin de spécialistes. Et aussi, contre la volumétrie, on a besoin d'automatiser des scénarios pour, sur un éventail assez large, parfois faire du traitement, je dirais pas de masse, mais de forte volumétrie, et parfois aller chercher dans une population de débiteurs la segmentation spécifique qui permet d'adapter chaque scénario de relance à un profil client. Et c'est ça qui va être intéressant sur les enjeux de demain, c'est comment on transforme un agent de recouvrement, un analyste crédit, un credit manager d'avant Covid à après Covid. C'est cette agilité qui va nous permettre d'aller chercher directement et spécifiquement le bon débiteur et de lui donner un traitement de faveur. Et justement, pour reparler des profils compétents, ça signifie quoi en fait concrètement un profil compétent par rapport au contexte aujourd'hui? C'est parfois les moutons à cinq pattes, puisqu'il y a besoin d'une certaine technicité, une connaissance de la matière qu'on finance. Il y a aussi et surtout une capacité d'accompagnement et de l'empathie. Une fois de plus, notamment pour les agences de recouvrement, mais c'est vrai dans toutes les plateformes de recouvrement, on a affaire souvent à des clients vulnérables. Oui. Et la technologie, par ailleurs, peut vous permettre également de détecter des situations de vulnérabilité. Mmh. Il y a des moyens, par exemple, de surveiller les discussions téléphoniques qui sont en train d'avoir lieu dans une plateforme pour détecter celles où, éventuellement, un mot a été prononcé, une expression a été utilisée qui traduit une situation de stress ou de forte vulnérabilité par le client. Ce qui permet éventuellement au superviseur de se rapprocher de l'agent qui est en train de faire l'appel pour savoir s'il a besoin d'un accompagnement spécifique à cette situation, voire transférer l'appel en question à une cellule de spécialistes en situation difficile. Donc, la technologie est au cœur du savoir-faire du recouvrement. Bien sûr, oui. Et dans la mesure où, en plus, il y a un impératif de productivité de plus en plus important, cette technologie aura un rôle de plus en plus significatif. Donc pour guider l'empathie et justement la bonne manière de réagir. Pour s'assurer qu'on met les bonnes compétences en face des clients qui en ont besoin. Mmh. Et si on peut le faire en plus en temps réel, c'est d'autant plus efficace. Pour vous, Geoffrey, justement, les compétences socio-émotionnelles, ça compte aussi dans le B2B? Oui. Pour moi, il y a deux choses. Alors, B2C ou B2B, j'ai travaillé précédemment cette expérience dans le B2C. C'est deux populations très différentes. Mais pour revenir sur les compétences d'un recouvrement, d'un agent de recouvrement, vous disiez un mouton à cinq pattes. Je rajouterais peut-être la sixième patte, mais pour moi, il y a deux éléments supplémentaires qui font d'ailleurs que ce métier est en train d'évoluer depuis quelques années. C'est d'abord la capacité, alors vous le disiez un petit peu, mais à détecter dans la discussion les signaux faibles, ou en tout cas les signaux qu'il faut aller chercher chez le client, qui permettent de comprendre qu'on peut créer quelque chose avec le débiteur. Fondamentalement, je le dis toujours, ce qui m'intéresse avec un débiteur, avec un client redevable de certaines sommes, certes, c'est l'argent qui nous doit sur le passé, mais c'est aussi comment on construit une relation pour le futur, comment on évite que cette relation se reproduise dans le futur, et comment on peut construire quelque chose pour le futur. Et du coup, dans les compétences de l'agent de recouvrement, de la collaboratrice qui fait du recouvrement, il y a cette capacité à avoir la relation client, même si j'ai aussi l'habitude de dire que c'est une main de fer dans un gant de velours. Mmh. Mais voilà, je crois que cette agilité va nous obliger à aller chercher davantage les éléments de relation client. Et justement, selon vous, César, Geoffrey, comment on peut continuer à cultiver cette appétence pour le digital qui a été très forte dans le contexte des mois précédents, et puis aujourd'hui encore, c'est aussi une réalité. Comment on peut continuer à développer cette agilité, cette appétence pour le digital, à la fois auprès des équipes, mais aussi au niveau des clients? Parce que le côté self-care, finalement, peut-être qu'une partie des clients veut retrouver la partie recouvrement comme avant, passer un coup de téléphone, et puis finalement faire comme avant. Oui, la clé de voûte est de donner au client le choix des moyens d'interaction avec lesquels il est le plus à l'aise. Toujours faut-il pour cela qu'il soit conscient des choix qui sont disponibles. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a une phase de sensibilisation au départ qui est importante.
Très bien. Geoffrey? Oui, je rejoins Vous êtes en phase. Ce qui est dit. On n'est pas là pour imposer un système, on est là pour donner le choix au client. Et plus on élève le choix dans les moyens variés, et plus on a un niveau d'exigence qui permet aux clients de se retrouver. Il y a des clients qui veulent être appelés, d'autres clients qui préfèrent faire des choses eux-mêmes. Et il y a une palette de moyens à mettre en œuvre. D'accord. On parlait beaucoup là du credit manager, de ses compétences socio-émotionnelles. Si on se reconcentre sur les nouvelles méthodes analytiques, qu'est-ce qui a été mis en place très concrètement? Est-ce qu'il y a vraiment des nouveautés sur le sujet pendant la période? À cause de la période, pas à ma connaissance vraiment. Par contre, il y a un mouvement de fond qui consiste, et là c'est un domaine que nous n'avons pas abordé, il est tout à fait particulier aux sociétés qui sont soit créancières ou qui achètent des portefeuilles, des créances non performantes. Il y a la question de comment ces portefeuilles vont-ils se comporter après la crise. En d'autres termes, quel est l'impact de la crise sur la solvabilité des ménages, compte tenu de son impact, notamment sur le chômage? Eh bien, cette question est déterminante, puisque c'est celle qui, in fine, va fixer quelle est la valeur de votre portefeuille. Il y a de plus en plus des moyens analytiques, y compris avec des solutions logicielles, dont certaines d'ailleurs proposées également par Qualco, qui permettent d'effectuer ces analyses de façon plus performante, en ayant recours notamment à des techniques d'intelligence artificielle. Donc, il y a une évolution technique réelle et forte qui s'accentue avec la crise, mais qui ne s'est pas encore matérialisée, vers l'utilisation des moyens plus sophistiqués pour analyser, ou pour prédire plutôt, les comportements futurs des clients débiteurs et par voie des conséquences, les taux d'encaissement dans une plateforme de recouvrement. Et comment ça se passe justement très concrètement? Comment le traitement de la donnée permet d'accoucher d'actions très concrètes? J'en ai aucune idée de comment ça se passe concrètement, parce que là, c'est des techniques qui sont on ne peut plus sophistiquées. Parfois, c'est une sorte de black box. Et il faut être mathématicien normalien prix Nobel pour comprendre comment ça fonctionne. La question, c'est que pour que ça soit utile, il faut qu'il y ait un moyen efficace de récupérer les informations dont on a besoin pour les traiter ensuite avec la moulinette de l'intelligence artificielle et produire des recommandations ou des plans d'action qui soient faciles à mettre en place. Et la technologie, là, joue un rôle. Très bien, très bien. Une dernière question avant de passer justement aux questions des visionnautes. Si on devait retenir une chose sur justement le choix des solutions technologiques face au contexte, pour vous, le mot de la fin, ce serait quoi, César, Geoffrey? Quelle leçon retenir en quelques mots? D'abord. Covid-19 aura été, je crois, un catalyseur plutôt des bonnes choses dans nos métiers de recouvrement. On ne peut pas malheureusement dire la même chose sur l'ensemble des métiers, mais en l'occurrence sur le nôtre, ça a ouvert un champ de possibilités, ça a montré un champ du possible qui ne fera que s'accélérer avec la suite, avec l'étape après la crise, où on aura encore plus besoin qu'avant d'être performant, puisqu'une fois de plus, il y aura une augmentation de volume d'impayés et pas forcément une augmentation proportionnelle des moyens humains qu'on va pouvoir consacrer à leur recouvrement. Et donc, la technologie est l'une des solutions, peut-être la solution qui permet de soutenir, de combiner les deux. Donc de dire, OK, on fait face à une demande croissante sans pour autant augmenter significativement nos bases des coûts. Geoffrey? J'ajouterais aussi une chose, c'est que cette crise,
en supposant qu'elle soit derrière nous, mais l'actualité nous montre quand même qu'elle n'est pas complètement derrière nous. Je pense qu'on a encore... La rentrée peut être un peu compliquée. Cette crise, elle nous a permis aussi de voir que, par rapport au métier de recouvrement, oui, le champ des possibles est encore plus grand. Et de notre agilité à détecter, je dirais, la solvabilité du débiteur, il y en a qui sont dans une vraie souffrance financière et d'autres qui vont se jouer d'arguments pour passer dans le flot. Et c'est de notre capacité à détecter encore plus finement les profils de nos clients qu'on ira adapter les stratégies de relance. Et puis il y a aussi, pour rajouter à ce que vous dites, un élément nouveau, c'est qu'on a découvert l'appétence ou pas de nos collaborateurs à une nouvelle façon de travailler, au télétravail. Et donc, l'avenir ne sera plus comme avant. Avant, on avait des équipes en plateforme 100% sur site. On ne connaît pas la réponse encore, nous concernant chez Cabot. Je crois que la plupart des entreprises sont en train de réfléchir à quel est le meilleur mix télétravail, travail au bureau, une fois que la situation aura été stabilisée. Quelle que soit la réponse à cette question, mais ça ne sera plus 0, 100 comme avant. Ça sera donc forcément un mélange. La technologie va devoir s'y adapter. Oui, bien sûr. De façon à ce qu'on soit capable de pérenniser des configurations de travail à domicile. Parce que là, il n'y a pas uniquement de contraintes d'ordre technique, il y a aussi des contraintes en termes de conformité. Oui. Nos collaborateurs traitent des informations très sensibles. Il faut absolument que cette sécurité des traitements de l'information soit respectée alors qu'on ne les a pas à l'œil. On est à domicile, si vous me permettez l'expression. Oui. Donc la partie compliance sera on ne peut plus stratégique avec cette partie. De plus en plus. Vous aussi, Geoffrey, avant de partir sur la question-réponse, vous partez sur un mix aussi télétravail Alors, je suis très réservé sur ce sujet. C'est peut-être très personnel, mais le télétravail, c'est mis en place... automatiquement, à marche forcée. Ouais. À marche forcée, dans l'urgence. Et il faudra accompagner le retour. Je ne sais pas où l'entreprise fixera le curseur, mais on commence à entendre des gens qui disent « Ah bah oui, j'aimerais bien dans mon way of work, 2 jours, 3 jours de télétravail, ça me plaît bien ». Il ne faut quand même pas perdre de vue que ça ne peut pas être une auberge espagnole. Et il faudra clarifier les choses, il faudra faire coïncider des aspirations qu'on a pu voir au printemps, même si la crise était compliquée, c'est toujours un peu plus agréable d'être en télétravail, avec des objectifs de productivité. Je ne dis pas qu'en télétravail, on est moins productif, mais il va falloir que, alors qu'on incite les collaborateurs et les collaboratrices à revenir de plus en plus en entreprise, cette imbrication du télétravail dans la vie de l'entreprise va avoir une place importante à la rentrée. Il va falloir que tous les Legos, tous les morceaux du puzzle se remettent en forme. Et il ne faut pas que chacun dise moi je voudrais être le lundi, le mardi, etc. Ça ne peut pas être... Oui, il faut que ça soit organisé. Voilà, il doit y avoir une organisation qui cadre un peu un dispositif. Et sachant que les solutions ne sont pas forcément binaires, c'est-à-dire qu'on ne classe pas forcément les collaborateurs, toi c'est télétravail, soit c'est travail physique au bureau. En fait, il y a probablement des solutions à adapter à chaque situation individuelle où quelqu'un peut se rendre 2 ou 3 jours au bureau et puis 1 ou 2 jours à la maison. Très bien. C'est sur cette question du télétravail que nous allons clore la première partie du webinaire. Nous allons passer à la phase de questions-réponses animée par Céline d'Agora Manager Club. Bonsoir Céline. Oui, bonsoir. Alors, quelques questions de la part des internautes. La première, une fois les moratoires terminés, comment comptez-vous faire face à une éventuelle vague de débiteurs sollicitant des aménagements de leur plan de paiement ? Là, on est plus sur... oui. De toute façon, on a 2 dates importantes. On a le 23 juin et le 10 juillet. Donc, effectivement, il n'est pas impossible qu'à partir du 10 juillet, la période soit un peu plus tendue. Il nous appartiendra, en
tout cas chez Allianz, il m'appartiendra avec mes équipes à regarder chaque cas pour comprendre, là aussi, comme je disais tout à l'heure, où on met le curseur. Mais effectivement, je pense que je ne sais pas si le tsunami, le creux de la vague est passé, mais je pense que la difficulté est plus devant nous que derrière nous. Certainement, mais c'est dans ce moment-là où on montre, en effet, la capacité d'accompagnement qu'on doit pouvoir déployer dans ce genre de situation. Et c'est vrai que ce n'est qu'en identifiant, comme vous le dites, des situations qui sont parfaitement adaptées ou des solutions qui sont parfaitement adaptées à la situation financière qui est différente par définition de chacun des débiteurs qu'on va s'en sortir. Mais ça va probablement passer par plus de digital. Ça va probablement passer, une fois de plus, par une sensibilisation accrue de nos débiteurs sur le fait qu'ils ont aussi la possibilité d'interagir avec nous. Pas uniquement, on ne dit pas face à face, puisqu'on est au téléphone, ouais. Mais aussi par web ou mobile interposé. Très bien. Une autre question, Céline ? Si vous ne deviez retenir qu'une seule méthode analytique mise en place durant le Covid, laquelle choisisseriez-vous et pourquoi ? Et sur les innovations. Une seule méthode analytique. L'analyse des données comportementales pour mieux prévoir les taux d'encaissement futurs. C'est une nécessité. C'est un point qu'on a évoqué tout à l'heure. Dans le contexte incertain qu'on a devant nous, je suis d'accord avec vous, probablement le plus difficile est à venir, eh bien, l'un des éléments principaux consiste à dire comment on utilise les données dont on dispose, qui sont souvent celles d'un passé révolu, puisque précédant la crise, pour néanmoins en tirer des enseignements concernant la façon dont les débiteurs vont se comporter et par voie des conséquences, la façon dont on va devoir les accompagner après la crise. Ça nécessite d'une intelligence analytique forte en matière d'analyse des données. Et donc, nous considérons que c'est une compétence qui était déjà importante avant la crise, qui va devenir, du coup, essentielle avec la crise et après. Donc, selon vous, César, la pandémie n'a pas trop biaisé la data, selon vous ? Pour faire de la prédictabilité, c'est... Si, énormément. C'est ça le problème. C'est-à-dire que avant, vous pouviez vous contenter des données passées pour mieux prédire le futur. Maintenant, il faut que vous teniez compte, bien entendu, des données passées. C'est les seules dont vous disposez. D'accord, mais remettre de l'intelligence dessus. Vous devez les déformer pour prédire l'avenir parce que la situation a fondamentalement changé, du moins à moyen terme. Très bien. Geoffrey, vous vouliez rebondir ? Oui, je suis d'accord. La crise n'a commencé qu'il y a 3 mois. Et du coup, définir un modèle comportemental sur 3 mois, c'est très court. Il faudra forcément un peu plus d'historique pour définir des tendances, même si aujourd'hui les premières tendances peuvent se dégager. On voit des outils, des simulations d'analyse comportementale, mais c'est toujours par l'analyse des comportements du passé qu'on peut projeter le futur. Mais là, les données ont un peu bougé ces 4 derniers mois. Donc il faut un peu stabiliser tout ça. Et là encore, vous devez faire appel à des nouvelles compétences très techniques dans l'analyse des données, mais également à des nouveaux outils qui permettent d'effectuer ces analyses de façon efficace. D'où un rôle accru aussi pour la technologie. D'accord. Donc la technologie est juste devenue incontournable avec le contexte. C'est vraiment... Oui, parce qu'elle va brasser des données, elle va venir en appui de l'humain. D'accord. Et cette technicisation du métier, c'est quelque chose qui va vraiment encore s'accélérer dans les mois, années à venir ? Ça va non seulement s'accélérer, mais de mon point de vue, ça va aussi, d'une certaine façon, faire la distinction entre les acteurs qui seront si adaptés, les entreprises qui auront
compris l'importance, et pas uniquement compris l'importance, mais surtout fait le nécessaire et se seront dotés des moyens nécessaires pour y faire face, et de celles qui le feront moins ou peu. Et ça va donc permettre de distinguer les gagnants et les perdants de la crise. Très bien. Ce sera le mot de la fin, cette belle conclusion sur les gagnants et les perdants de la crise. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci encore Geoffrey, merci César de votre présence parmi nous sur le plateau d'Agora Média. Cette fin d'émission est aussi l'occasion de vous remercier d'avoir assisté à cet échange organisé par notre partenaire Qualco. Et je vous donne rendez-vous très vite sur le média Agora News Expérience Client pour vivre les temps forts de ce webinaire en replay. À très bientôt.